Ce qui est important de voir, c'est l'évolution qu'il y a eu pour assurer le respect de ces valeurs. Parce qu'effectivement, c'est inscrit, c'est important. Au fur et à mesure des traités, c'était pas la donne à la base dans cette dimension. Mais ce qui est surtout important, c'est la mise en œuvre, le suivi, le contrôle, l'intervention. Et les moyens, au fur et à mesure, se sont renforcés. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer, sauf si je ne sais pas combien de temps vous allez me donner. Hein. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler que, par exemple, vis-à-vis de certaines violations au niveau de la liberté de la justice en Pologne ou en Hongrie vis-à-vis des associations qui intervenaient pour aider les réfugiés, la Commission a pris immédiatement des sanctions, a porté les affaires devant la Cour. Je ne vais pas vous refaire toutes les procédures d'infraction, mais ça veut dire une traduction très concrète que nos principes, ce n'est pas sur le papier, ce ne sont pas là pour rester lettre morte, mais pour être poursuivis si ça ne se fait pas. Et ça, je crois que c'est une dimension très importante pour montrer à la fois cette place centrale de l'Europe et l'engagement à faire que ce soit une réalité. Justement, par rapport au fait le passage du traité, du papier vers la réalité, et aussi la défense des valeurs, si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui vous occupe tous les jours, la défense des valeurs, notamment pour le cas de la Hongrie et de la Pologne. Oui, donc effectivement, d'abord je suis rapportrice du Parlement sur la situation en Hongrie, donc c'est vraiment, je suis la personne en charge parmi les 705 députés sur la situation en Hongrie. Et de manière générale, c'est effectivement les thèmes sur lesquels je travaille le plus, les thèmes de droit et de liberté et de démocratie, dans mon mandat au Parlement européen. Le paradoxe, à mon sens, qu'on est en train de vivre, c'est que d'un côté, effectivement, ça avait été inscrit dans les textes, mais c'était pas si vivant que ça. C'était des choses qui étaient rappelées régulièrement, c'était des symboles qui étaient prônés. Il n'y avait aucun souci sur le fait que ça faisait partie des textes, mais c'est vrai que ce n'était pas la priorité pendant très longtemps des législateurs européens, de la Commission et d'autres, ce qui a permis, par exemple, à la Hongrie, en une décennie, d'arriver à la situation où on est, parce que ces procédures d'infraction dont parlait Madame ont mis du temps à être mis en place. Alors qu'une procédure d'infraction, c'est souvent l'exemple que je prends, une procédure d'infraction pour un monopole, pour un problème de compétition dans un pays, ça prend un mois à la Commission d'agir parce qu'il lui semblait que c'était dans son ADN de devoir faire ça, et il lui semblait moins que c'était dans son ADN d'agir sur ces questions de droit, liberté, démocratie, que ça soit le plus subjectif, une espèce de sentiment que peut-être, oui, les pays font comme ils peuvent, et puis on a un peu tous notre vision de ce qu'est la démocratie, un peu tout. Donc il y avait un peu ce débat-là, sous-jacent, et en tout cas, c'était des choses sur lesquelles on ne disait pas. Et la violence de ce qui se passe en Hongrie notamment, mais aussi en Pologne, jusqu'à, en Pologne, licencier des juges parce qu'ils n'appliquent pas les lois que le gouvernement voudrait, jusqu'à les sanctionner financièrement, vraiment rendre leur vie misérable, et des attaques continuelles sur les droits des femmes ou sur les droits LGBTI, et les deux en Hongrie et en Pologne. Effectivement, une attaque totale sur les journalistes et le pluralisme des médias. Et puis au-delà de la Hongrie et de la Pologne, il faut rappeler qu'il y avait d'autres événements qui ont secoué l'Union européenne. Il y a notamment eu l'assassinat de 2 journalistes qui a beaucoup secoué la sphère européenne. On le sait moins peut-être dans nos pays à nous, mais c'est des noms qu'on utilise beaucoup au niveau européen. C'est Daphne Caruana Galizia, une journaliste maltaise, et Jan Kuciak, un journaliste slovaque. Dans les 2 cas, ce sont des gens qui enquêtent sur des affaires de corruption qui lient gouvernement et crimes organisés dans toute l'Union européenne, et qui sont en train de montrer ces liens. Et dans les 2 cas, ils sont assassinés. Daphne Caruana Galizia va voir sa voiture exploser devant chez elle, et Jan Kuciak est tué avec sa compagne par un meurtrier commandité au Rivolta. Et du coup, dans ces 2 cas, dans les 2 États, on voit que la justice ne fait pas effet dans les premiers mois. On voit qu'il y a une espèce d'omerta qui se met en place, et du coup, l'Union européenne réagit notamment à travers la voix du Parlement. Je pense que le Parlement doit être honoré dans ce travail-là. C'est vraiment lui qui a lancé l'alerte. Et sur ces 2 cas-là, et sur la Hongrie et la Pologne, c'est nous qui rappelons régulièrement. La Pologne, la Commission était un peu plus engagée, mais la Hongrie, c'est vraiment le Parlement qui dit qu'il faut agir. Et du coup, ces attaques-là, elles ont rappelé à tout le monde la nécessité d'agir pour ces valeurs, et à quel point les choses étaient liées. Et qu'il n'y avait pas d'Union européenne sans ces valeurs actives, pas sans ces valeurs juste écrites sur un texte. Et c'est là
où on est dans un paradoxe parce qu'on n'en a jamais autant parlé, on est en train d'agir, au Parlement on est un certain nombre de députés très mobilisés sur ces questions-là, la Commission a lancé de plus en plus de procédures d'infraction, et aujourd'hui, on y reviendra peut-être, un rapport de l'état de droit établi tous les ans par la Commission, qui était une vieille demande et qui est fait maintenant et qui devient de plus en plus consistant, etc. Donc on sent que c'est devenu extrêmement important, mais le paradoxe, c'est que c'est devenu important parce que ça a été si violemment attaqué et qu'aujourd'hui, très franchement, je considère qu'un citoyen hongrois n'a pas la même liberté, la même égalité, le même état de droit, la même démocratie pour en venir, les mêmes droits fondamentaux pour en venir à cette liste des droits, des valeurs que les autres citoyens européens. Donc, valeurs européennes, malheureusement dans un contexte un peu compliqué, mais plus vivante que jamais. Est-ce que c'est aussi un constat que vous partageriez sur le fait que les valeurs européennes, finalement, elles sont très vivantes aussi dans les projets et peut-être aussi très demandées par les citoyens et citoyennes? Bonjour à toutes et à tous. Buongiorno. Voilà, il y a l'Italie qui est présente. Oui. Alors moi je vais parler du point de vue universitaire, oui. De toute façon, je vais faire mon universitaire. Alors vous parlez des bonnes notes. Et dans les valeurs, le fait aussi de dire que nos rôles d'enseignants et de chercheurs, c'est dans le cas des projets, mais c'est aussi, moi la première fois que j'ai voulu travailler sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, qui est pour moi très lié aux droits de l'homme aussi, aux droits des femmes, c'est parce que j'ai eu un cours sur l'Union européenne il y a déjà fort longtemps où le premier guide sur le gender mainstreaming m'a été mis dans les mains. Et c'est aussi notre travail de former les citoyens de demain. Alors, il y a tous les projets européens, l'Erasmus, etc., on va en reparler, mais aussi de réinscrire finalement dans les valeurs fondamentales de citoyenneté, de démocratie. Cette démocratie se fait aussi à l'échelle européenne et au plus près des territoires, ce qui me tient toujours très à cœur. Et donc que c'est pas loin, que la question de la dignité, qui me tient vraiment à cœur, être unis dans cette diversité, que l'échange interculturel, dans les universités, si on ne le maintient pas, si on ne maintient pas des comités réfugiés qui accueillent effectivement actuellement des chercheurs, des étudiants et étudiantes qui sont en difficulté en Europe, à nos frontières, parce qu'effectivement, des situations qui sont précaires, oui, c'est des valeurs fondamentales qui sont effectivement à transmettre dans des cours formels qu'on organise, qu'on sait bien faire, mais aussi qui démontrent un engagement aussi d'une communauté par rapport à un socle dans lequel aussi on a évolué en tant que chercheur et qui nous a permis aussi de monter des projets. Donc c'est vrai que dans les projets, alors qui moi sont dans mon domaine de l'égalité des genres, c'est toujours ce que je dis, c'est que moi j'ai vu évoluer aussi tout ce contexte-là depuis une vingtaine d'années. Et la possibilité aussi qu'offre l'Europe, l'Union européenne, de dire que ce n'est pas un problème de faire un projet sur les femmes aujourd'hui, sans justifier, pendant 10 pages, que le terme genre, que le terme égalité soit retenu, c'est un progrès colossal. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont été présidentes de la Commission, de l'Union, qui a eu aussi toute cette démarche européenne qui a été très importante. Et puis du coup, j'en profite aussi pour remercier Europe Direct qui fait aussi tout ce travail au plus près aussi avec nous des territoires et des universités. En tout cas, je trouve que nous, on a un rôle fondamental dans la transmission de ces valeurs. Voilà. Et on reparlera énormément des questions de transmission, mais en tout cas, les bonnes notes, c'est aussi important pour ça, parce que ça permet, pas forcément de le faire de manière scolaire, mais ça permet de donner envie, en tout cas, aux étudiants et aux étudiantes de se dire que la question de l'Europe, de la paix en Europe, elle est fragile, elle est énormément remise en question, elle peut être bouleversée à tout moment, et que la question des droits fondamentaux est au cœur aussi de toutes les formations. On voit bien aujourd'hui que dans toutes les disciplines, on est aussi sur des préoccupations d'enjeux sociétaux, environnementaux, que ça devient complètement transversal dans l'apprentissage, et que les étudiants et les étudiantes sont demandeurs aussi d'avoir des cours sur les discriminations, sur l'écologie, et aussi de connaître ce qui se passe à l'international. Donc je pense qu'on a une génération aussi qui nous met face à nos paradoxes, et en tout cas qui nous renvoie aussi quand il y a un peu trop de repli sur des potentialités, et l'Europe permet ce cadre-là. Donc, d'université à université, est-ce que vous avez l'impression aussi que dans les universités à Lyon, que les valeurs ont leur place, que ce soit dans les cours ou aussi que les étudiants le demandent? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que ça prend vie? Donc, je parle effectivement d'un observatoire qui est assez particulier, d'une part en tant qu'universitaire et d'autre part parce que j'ai dirigé jusqu'au mois de février un programme qui s'appelle la Minerve, qui associe
des parcours disciplinaires des étudiants avec des parcours disciplinaires dans une autre langue que le français et que l'anglais, je devrais dire, parce que les programmes existent en allemand, en italien, en espagnol, pour cause. Le choix, ça remonte à il y a 25 ans. C'était un programme, l'acronyme, je ne sais jamais ce que ça veut dire, mais en gros, c'est la mobilité de l'Europe autour de l'enseignement, de la formation et de la recherche. Et disons que l'idée initiale, c'était justement celle qui a un peu à voir avec une mise à l'égalité des langues, par exemple. De dire, voilà, on privilégie les langues autres, qui ne sont pas que l'anglais et le français, parce qu'on a besoin aussi de défendre un patrimoine commun qui justement n'est pas complètement dominé par l'anglais. Et j'ai monté l'année dernière un master d'études européennes et internationales avec une visée qui est celle précisément de dire si on veut avoir des jeunes, des générations futures qui s'occupent de l'Europe concrètement, on a aussi besoin de quelqu'un qui a une connaissance, disons, épaisse de l'Europe, qui n'est pas faite que de technicité ou d'aspects, sans les mépriser pour autant, évidemment, qui sont très politiques ou très techniques de la gestion de la chose européenne, mais qui s'inscrivent dans l'histoire, dans une sorte de profondeur d'une littérature, d'un patrimoine culturel et artistique commun. Donc l'idée était précisément celle de dire comment est-ce qu'une université en sciences humaines et sociales peut appréhender cette question de l'Europe par son propre biais, qui est justement beaucoup moins technique et beaucoup moins politique, d'une certaine manière. Alors, c'était pour nous une manière aussi de faire vivre ces valeurs, de faire vivre, de quelque part, de les réinterpréter en fonction des générations qui se succèdent et qui posent des questions, pour moi, auxquelles je n'ai pas la réponse par ailleurs, mais qui sont centrales justement sur l'interprétation de ces valeurs, qui sont d'abord sur le fait d'interpréter les valeurs comme justement une espèce d'objectif et non pas forcément de le confondre avec une réalité, parce que sinon ça nous empêche de voir justement l'inexistence ou l'inconsistance ou la diversité de l'appréhension de la liberté que nous pouvons avoir en France, de celle que peuvent avoir en Hongrie ou par genre, etc. Donc je pense que le but est plutôt, et moi j'y tiens personnellement parce que je pense que vraiment c'est cette idée d'une distinction qui doit être ferme entre les horizons vis-à-vis desquels qui guident notre parcours et puis le fait de constater aussi la permanence de fortes inégalités, d'une démocratie qui est réinterrogée systématiquement parce que beaucoup d'entre nous ont le sentiment souvent que c'est pas très démocratique, mais alors on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc comment est-ce qu'on réarticule et comment on pense les choses ensemble? Et donc, à l'intérieur de ces programmes, on cherche à valoriser aussi la coopération avec les autres universités et les autres jeunes. On vient de terminer, on a un programme qui a mis ensemble autour d'une table pendant 5 jours et pendant une partie en ligne des étudiants polonais, grecs et français autour de la citoyenneté européenne. Ça n'a pas fini très bien. C'est-à-dire qu'on s'est bagarré la dernière. Justement, on ne se bagarrait pas forcément sur les valeurs, on s'est bagarré sur les fondements communs de l'Europe, parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions, parce qu'il y a une insistance, par exemple, de la part d'un certain nombre d'étudiants sur les valeurs fondamentaux qui sont des valeurs religieuses, qui ne sont pas forcément celles des autres. Donc, il y a beaucoup de boulot à faire, et je pense qu'il faut l'appréhender par la discussion, et par une discussion sans concession. Qui se mesure justement avec la diversité de générations. Donc par une discussion ouverte. Totalement ouverte, oui. Et ça, c'est la tentative, pour moi, c'est les priorités, disons, de l'ensemble des initiatives qu'on peut avoir à l'échelle de l'université, donc de la formation, en fait, et d'un langage commun avant tout. J'aime beaucoup votre idée de dire que les valeurs, c'est pas quelque chose qui est prédéfini, mais c'est plutôt quelque chose qui est à l'horizon et vers lequel on tend. Et aussi que pour certaines valeurs, que c'est pas acquis, mais qu'il y a encore du chemin à faire pour justement, pour peut-être un jour arriver à cette valeur. Et souvent, quand on parle de valeurs européennes, on parle des centres européens, on parle de Bruxelles, on parle de Strasbourg, quelquefois de capitale européenne, mais on a un peu tendance, en tout cas dans le discours et aussi dans les médias, on a un peu tendance à oublier la campagne. Et justement, donc vous avez mené un projet pour faire avancer pour les valeurs européennes dans les campagnes. Qu'est-ce que dites-nous en plus? Je vais parler des ruralités, ça sera un terme un peu plus adapté. Je vais faire ma géographe. Oui, alors c'est un projet qui a duré de 2017 à 2021, qui a été étendu
en raison de la période Covid et aussi qu'il y a eu toute une phase de valorisation en 2022. Et donc c'est un projet Netro, c'est Netro for Rural Women, c'est-à-dire c'était tout un travail qui a été monté grâce à Europe Direct, Drôme, je vois qu'il y a, voilà, ils sont là, Anna Gasquet. Et effectivement, moi j'ai effectué il y a un long moment ma recherche doctorale sur les femmes rurales en Ardèche, en Ligurie, au Maroc. Et j'étais plus partie sur l'urbain. Et c'est vrai que par Anna, qui connaît l'antenne locale de notre université qui est en Ardèche, donc le CERMOSEN, qui travaille sur le développement local, savait que j'avais, bon voilà, il y aurait peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider pour aider l'association qui s'appelle les Odettes et le Grain d'ici, donc en Ardèche à la Mastre. Et donc c'est par Europe Direct Drôme que nous avons eu cette connexion et on a monté un projet en 3 semaines, un mois, avec Resilience Earth, qui est une coopérative consultant sur les questions environnementales, sociales en Catalogne à Olot, et la coopérative Ergani, donc en Grèce. Voilà, une envie un peu folle en se disant bon on y va. Moi je me suis dit pourquoi pas, je me suis relaissée séduire par les demandes des femmes rurales, très engagées sur la question de valoriser leur rôle, leur activité, leur place, faire changer les lignes. Et donc on a demandé un projet Erasmus+, partenariat stratégique. Et c'est vrai qu'on parle très souvent des échanges pour les plus jeunes, et du coup on avait mis l'accent sur la formation tout au long de la vie pour ces femmes en ruralité qui étaient soit dans des coopératives en tant que voilà, soit qui avaient leur entreprise, soit qui étaient dans des parcours de formation. Et donc on a axé tout le programme sur changer la place des femmes, le rôle des femmes en ruralité et aussi les former. Et donc, effectivement, nous, notre collectif, ça regroupait une douzaine, une quinzaine, on va dire, le noyau dur de pilotage du travail. On a, je vous expliquais, beaucoup travaillé ensemble, mais aussi 66 femmes qui ont été formées des 3 pays, donc qui ont bougé entre la Grèce, la Catalogne et Olot. On a fait des sessions. Alors, ce qui est super dans les collectifs, il y avait toujours quelqu'un qui parlait anglais, qui parlait d'autres langues. Enfin bon, on a fait tout un travail aussi où les associations, les collectifs ont été complètement partie prenante de toutes les productions. Donc ça a été un truc fou. En plus, on a fini en visio avec le Covid. Mais on a fait du coup ce travail pendant les formations. C'était avant le Covid. Donc voilà, elles ont eu des formations sur le renforcement du pouvoir d'agir, sur la transmission, sur des aides aussi par rapport à leur projet d'activité. Et donc ça, c'était absolument génial parce qu'il y en a qui n'étaient jamais sortis de leur territoire. Et donc dans ce projet, on a travaillé à la fois sur la formation de ces personnes et d'acquérir de nouvelles compétences pour elles, un nouveau portefeuille de compétences, mais aussi entre nous, ça a été produire des médias, des supports médias. Donc on a fait un webdoc, 4 langues, donc espagnol, grec, français, anglais, et à chaque fois c'est le collectif qui a tout traduit, etc. On n'avait pas de traducteur, c'est toutes les personnes. On a discuté de tous les textes, c'est tout en collaboratif, parce que moi je travaille beaucoup avec les personnes et ils lisent tout ce que je produis, parce que je ne veux pas faire la chercheuse qui écrit tout. Voilà. Donc je suis dans ces démarches-là, donc ça prend du temps. Voilà, donc c'était beaucoup d'énergie. On a produit du coup une exposition donc sur un portrait des femmes rurales en 4 langues qui a circulé en Europe et qui a fini son parcours à Vinsobres dans la Drôme au mois de juillet l'année dernière. Et donc tous les maires, les mairesses ont été, ou députés, ou sénatrices ont été contents de nous accueillir pour montrer l'Europe le plus près des territoires. Et c'est à ce moment-là aussi où on parle des valeurs, et ça a permis à chaque fois de dire, voyez, vous pensez que c'est loin, mais regardez votre voisine qui est exploitante agricole, ou votre voisine qui a une activité sur le patrimoine, ou sur l'éco-guide, etc. Elle est mise en avant dans ce projet européen, et pendant 3 ans, elle a échangé avec un collectif de plus de 60 femmes, qui est encore en lien maintenant sur les réseaux sociaux. Et donc, sur les valeurs, effectivement, quand on a commencé notre projet, on a fait plusieurs médias, plusieurs supports pour valoriser la place des femmes. Donc ça, c'est des plis, j'en ai mis quelques-uns, ce qu'on appelle des plis, ça se déplie en poster. Mais au départ, notre première réunion à Olot, on a travaillé sur les valeurs du groupe, sur l'Europe, et puis c'était... on est des femmes formidables, évidemment, libres, et on est contente d'être là, de commencer le projet. On arrive en milieu de projet, on produit les trajectoires, c'est-à-dire on chemine ensemble. Et ce qui est important dans le mot qui était ressorti 2 ans après, c'est le collectif.
le dernier qu'on produit en fin de projet, c'est la dernière fois qu'on se voit en présentiel, parce qu'après on a été dans le Covid. Le mot fort, c'était transmettre, se connecter, apprendre les unes des autres. Et donc, à chaque fois, ça a permis, on a eu plein de temps d'échange, de travail, de session, de parler de l'Europe. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont complètement découvert ce qu'était l'Union européenne au travers de ce projet, comme très souvent dans les projets Erasmus, on échange, et puis quand on est dans les projets recherche et chercheurs, on connaît tout ça. Mais là, ils nous ont dit, on a vraiment vu à quoi sert l'Europe. Et donc ça, c'est assez satisfaisant. Et dans la transmission, c'est les connaissances, parce qu'effectivement, on a fait un MOOC, alors, en 4 langues. Le cyrillique, ça prend beaucoup de place à la traduction. Voilà. Les prix sont en catalan exceptionnellement. Il y a eu une dérogation pour la Catalogne, parce que c'est à destination des territoires locaux. Il y a eu 6000 apprenants pendant 2 ans qui ont suivi un MOOC quand même assez dense, fait en plusieurs langues, où il y a à la fois des cours d'universitaires, mais aussi ces femmes qui témoignent, qui parlent de leur expérience. Il y a Europe Direct qui est interviewé, il y a des députés. Et donc dans la transmission de ces valeurs, où c'est très important, dans chaque territoire, quand on a fait des séminaires transnationaux, on a été accueillis par des députés européens, que ce soit en Grèce, en Catalogne, en Drôme, donc c'était Michel Rivasi. Et c'est important parce qu'on a fait des scènes de discussion et ça a permis d'ancrer le projet. Ça a permis aux femmes aussi de les émanciper et aussi qu'on soit là pour montrer, vraiment en Grèce, c'était flagrant qu'elles avaient besoin de nous pour dire c'est important ce qu'on fait. Et donc ils ont décidé après de faire un centre rural justement pour le droit des femmes. Voilà. Donc ça c'est aussi toutes ces valeurs qui ont été transmises, et c'est vrai que tout ça, ça s'est fait dans un contexte européen. Alors on le dit en rigolant qu'on trimballe le kakémono avec, vous savez, le drapeau de l'Europe, parce que c'est obligatoire et tout, mais n'empêche que ça a permis aussi d'inscrire en Thessalonique, au Mont-Olympe, voyez, dans la Drôme, dans la Sobre, à Olot, au plus près des territoires, ce qui se joue aussi. Et c'est on est sorti fatigué évidemment, mais tellement contente aussi de ce qu'on avait fait. Et moi j'ai eu une satisfaction aussi d'enseignants-chercheurs, c'est que pour une fois les femmes avaient été partie prenante vraiment du projet et avaient vraiment vu l'intérêt pour la formation, pour elles, de capitaliser après pour leur propre projet sur les territoires, leur collectif. Et que l'Europe, ça leur permettait aussi de faire ça au travers de l'université, c'est parce qu'on est là pour faire ça. Et donc c'est un petit message aussi pour le programme Erasmus, je le fais à chaque fois. Donc c'est ouvert à la formation tout au long de la vie, j'ai mis cet accès-là, on en parlait, mais c'est vrai que la question des adultes est aussi importante et je pense que c'est un vrai enjeu aussi dans la coopération. Oui, c'est vrai que souvent quand on parle Erasmus, on pense plutôt aux étudiants et on ne pense pas que c'est possible tout au long de la vie. En tout cas, ça a l'air d'être une aventure formidable. Et j'ai beaucoup aimé, bon après aussi peut-être très fatigante au bout du bout. Non, c'était le Covid, je pense que voilà, c'est toujours de finir en période Covid. Mais j'ai beaucoup aimé l'évolution des valeurs, le fait au début de se voir un peu isolé et à la fin de se voir comme partie d'une communauté, comme faisant partie de l'Union européenne, où qu'on soit, que l'on soit dans une grande ville ou que l'on soit en ruralité, comme vous le dites aussi, et aussi surtout qui qu'on soit aussi. On n'est pas obligé d'être, on peut être simple citoyen et quand même faire partie de cette aventure et faire avancer ces valeurs. Alors vous mentionnez les rencontres avec les députés européens, voilà, entre autres. Est-ce que vous avez l'impression dans vos différentes rencontres, etc., que les gens sont aussi demandeurs de valeurs, demandeurs d'interaction avec l'Union européenne? Alors, moi, sur les sujets sur lesquels je travaille, je travaille avec la société civile et notamment avec le mouvement associatif. C'est la moitié de mes journées, c'est ça. Alors, c'est notamment avec les associations hongroises, mais c'est aussi un certain nombre de fédérations et d'associations basées à Bruxelles qui réunissent ces gens. C'est le monde polonais aussi, on travaille beaucoup avec les juges, les femmes polonaises, etc. Mais c'est aussi Malte, c'est aussi la société civile Malte. Je travaille aussi beaucoup sur... Il y a un autre pays qui va pas très très bien, qui est la Grèce, qui est descendu à la je sais plus combien de places dans RSF, parce que là aussi il y a eu un assassinat d'un journaliste et de manière générale les journalistes reçoivent des menaces de mort très fortes. On est dans un moment très tendu,
faut pas le nier, hein, démocratiquement, on est dans un moment compliqué. Hein. Il y a des tas de gouvernements qui sont en train de tourner dur, très dur. Et donc, voilà. Donc, oui, moi, forcément, je travaille avec des gens qui, viennent du monde de la société civile, des citoyens qui travaillent sur ces valeurs, mais qui, en plus, associent ces valeurs à l'Europe. Moi, je travaille avec des gens pour qui l'Europe, aujourd'hui, est un recours quotidien, régulièrement. Et les Hongrois vous disent combien, oui, ça serait pire si on n'était pas là. Simplement, des fois, le fait de les avoir écoutés, c'est déjà bien, d'avoir pris en compte cette difficulté-là, d'avoir quelqu'un qui, à un moment donné, aussi rappelle, bah oui, en fait, on a le droit d'avoir des enfants quand on est une famille homoparentale. Bon, aujourd'hui, en Hongrie, la dernière étape terrible en Hongrie, hein, qui fait que moi, je suis dans une inquiétude immense par rapport à ce pays, et je ne comprends pas bien qu'il n'y ait pas une alerte un peu plus forte, c'est que la dernière chose qui est passée, c'est une loi qui est une transposition d'une loi européenne, la loi de défense des lanceurs d'alerte, grand texte européen pour dire il y a des lanceurs d'alerte par rapport à vous savez, hein, des abus dans la médicale, pharmaceutique, des abus dans les banques, etc. Et donc il faut protéger ces lanceurs d'alerte pour qu'ils aient des moyens. Et donc le gouvernement hongrois est arrivé à un niveau de cynisme qui est assez extraordinaire, parce que du coup ils ont perverti ce projet, et du coup ils l'ont transposé dans leur loi, et c'est une loi qui dit bon, alors c'est bien effectivement, vous pouvez être lanceur d'alerte si vous voyez des abus dans votre travail, mais surtout, ce qu'on vous invite à faire, et le texte dit ça, hein, on invite les citoyens à dénoncer sur leur lieu de travail s'ils se rendent compte qu'il y a des familles homoparentales, des familles, des Wembo family, puisque depuis le Covid, ils ont profité du Covid pour mettre dans la Constitution qu'une mère est une femme, et un père est un homme, et donc c'est anticonstitutionnel d'être une famille homoparentale, et donc vous êtes invité à dénoncer. Vous êtes aussi invité à dénoncer si vous avez entendu certains de vos collègues dire des choses contre la Constitution. Vous êtes aussi invité à dénoncer vos collègues si ils ne donnent pas la bonne image de l'histoire hongroise. Donc vous voyez si tout cela est prêt à beaucoup de... Voilà, surtout que la réécriture de l'histoire hongroise fait partie aujourd'hui de ce mouvement vers l'autoritarisme. Et donc aujourd'hui... qu'il y ait des gens qui rappellent au gouvernement hongrois, qu'il y ait des gens qui rappellent sur les places publiques, qu'il y ait des gens qui rappellent à tous les niveaux, non, en fait, dans l'Union européenne, non seulement on a le droit d'être une famille homoparentale, mais on a les mêmes droits que les autres, etc. C'est extrêmement important. Donc là, c'est l'extrême, hein, c'est les Hongrois, mais en réalité, cette parole-là, ce soutien-là, le fait qu'on lance, qu'on pousse la commission dans les procédures d'infraction, qu'on alerte, qu'on documente, etc., c'est extrêmement important pour, effectivement, je vous dis, les Grecs, les Maltais, mais c'est en réalité aussi, voilà, pour être un tout petit peu plus politique, aujourd'hui, moi, je suis très inquiète par un certain nombre de positionnements par rapport au monde associatif aussi en France, et aussi par rapport à la question des pratiques policières. Et ça, c'est des sujets qu'on essaye de faire émerger au niveau européen pour que les associations aussi françaises aient le sentiment d'être soutenues. Et en vrai, dans tous les pays européens, il y a un monde associatif qui tente d'être contre-pouvoir, qui tente de faire entendre quand il y a des abus, et les abus c'est pas qu'ils sont fréquents, c'est qu'ils sont aujourd'hui consensuels à peu près partout, et donc c'est important qu'ils aient des vigies et des alertes et des gens qui soient relais de ça. Donc oui, moi je vois des gens pour qui l'Europe aujourd'hui représente ses valeurs, pour qui l'Europe est un soutien dans ses valeurs, et en réalité aussi, pour de vrai, c'est pas que, et c'est là où c'est important, c'est pas que un soutien, c'est que ça a une véritable efficacité quand même, puisque quand la Commission elle fait une procédure d'infraction, en réalité, ça permet quand même d'empêcher certaines choses, ça permet de ralentir un certain nombre de choses, et puis surtout, quand la Cour de justice européenne, elle dit « ceci est interdit », c'est aussi, parfois pour des gens, vraiment un vrai changement dans la bataille qu'ils sont en train de mener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un papa d'une famille homoparentale en Hongrie, vous ne pouvez pas aller chercher votre enfant à l'école parce que l'école vous dit bah non, on ne vous reconnaît pas. Il y a la Cour de justice européenne qui dit si, vous êtes obligé. Et ben voilà, donc ça peut avoir, il faut aussi voir que ça a un réel impact parfois sur la vie des gens. Oui, donc vous avez bien expliqué les développements aussi très, très inquiétants qu'il y a dans certains pays. Donc question peut-être pour vous, est-ce qu'il y a, face à ces valeurs qui sont en danger de manière vraiment très concrète, comme vous le disiez, pour certaines familles, pour certaines associations, pour des activistes, etc.,
comment ça se passe? Est-ce qu'il y a assez de moyens alloués par l'Union européenne pour justement prendre la défense, pour passer à l'action? Alors, deux éléments peut-être, quand on parle moyens. Quand j'entends moyens, j'entends finance. Alors, je ne peux pas m'empêcher, c'est une habitude, je ne sais pas pourquoi on vient souvent vers nous pour ça. Mais pour revenir au projet, effectivement, les valeurs d'égalité, on parle, puisque c'est tout frais, l'égalité par exemple au niveau salarial entre les femmes et le fait qu'il y ait la transparence maintenant sur les bulletins de paie, de traduire tout ça concrètement dans les territoires, dans les ruralités, quels que soient les contextes socio-économiques, je crois que c'est très important et il y a beaucoup de programmes qui vont permettre l'échange, qui vont permettre de mettre en avant ces valeurs aussi de manière plus tangible, je dirais, des choses comme ça. Alors maintenant, si je sors des moyens purement financiers, c'est plutôt les moyens juridiques, puisqu'on parlait à la base d'un texte, du traité, voilà, la base, c'est de voir l'évolution. D'abord, et Madame la députée le citait, effectivement, tout ce qui est derrière l'article 7, le fait de pouvoir aller de manière et préventive et plus réactive quand il y a des violations graves par un État membre des valeurs fondamentales. Je crois que c'est quelque chose de très important qui s'est construit au fil des traités et qui est surtout mis en œuvre, mis en application. Je ne vais pas faire tout le catalogue sur les deux alinéas de l'article, mais effectivement, ça a été, comme ça a été dit, actionné par le Parlement sur la Hongrie, par la Commission, notamment sur la Pologne aussi et la Hongrie. Donc déjà quelque chose qui existait et auquel on donne corps. Ensuite, autre renforcement qui est assez récent, puisqu'il date de 2020 et est mis en œuvre depuis 2022, c'est ce qu'on a appelé la conditionnalité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on en a beaucoup parlé à un moment, c'est tout simplement, si je puis dire, c'est de dire que dès l'instant, il y a tous ces fonds, ces financements européens, je crois qu'il y a mon aspect financier traditionnel, et c'est de dire on doit quand même veiller qu'ils soient, bien utilisés et en lien avec les valeurs, et que notamment les fonds qui viennent du budget européen ne permettent pas d'aller contre les valeurs ou les principes européens. C'est logique, mais c'était novateur. Et à l'époque... Donc que ce soit pour l'utilisation des fonds ou pour les textes légaux, éviter un détournement comme l'expliquait. Donc ça, c'était quand même très novateur en 2020. C'est mis en œuvre et actuellement... concrètement aussi dans le plan de relance européen post-Covid, parce qu'on a parlé de Covid, les 800 milliards qui ont été alloués pour remettre l'économie à flot et aussi permettre la transition verte, c'était de dire ces fonds ils ne seront débloqués et payés que si c'est fait conformément aux objectifs et aux valeurs qui sont vérifiés. Ce qui fait qu'actuellement, par exemple, vis-à-vis de la Pologne, tant que ça sera pas, les dernières mesures ne sont pas prises en compte pour la modification, notamment pour les juges de la Cour constitutionnelle, l'argent ne sera pas décaissé. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, je dirais, trivialement, la boîte à outils qui nous permet de donner vie à ces principes et de montrer qu'ils ne sont pas sur le papier mais qu'ils sont dans la vraie vie, c'est renforcé. Malheureusement, comme je le disais, au fil des problèmes, ça c'est le constat, mais au moins c'est bien de voir que la réaction est là et qu'elle a été faite avec force. Je crois que c'est quand même une réalité. Il y a beaucoup de procédures d'infraction en cours. Contre la Pologne, il y a des astreintes journalières, il y a des blocages de fonds de cohésion pour la Hongrie. Donc ça, c'est des mesures réelles très fortes. Et vous citiez le rapport sur l'état de droit, effectivement, qui maintenant, on aura le 4e cette année, si je me souviens bien. Depuis l'année dernière, il y a des recommandations qui sont faites aux États membres. Si je prends le cas de la France, c'est par exemple d'assurer que la justice soit plus accessible, soit plus numérisée, sur les aspects plus liberté de la presse, il y a une transparence sur qui il y a derrière en termes économiques au sein du capital des sociétés de presse. Donc des éléments très concrets. Et cette année, en juillet, on reviendra sur les recommandations, les premières de l'année dernière, pour dire où en êtes-vous. Et chaque État membre, je dirais, passe trivialement un peu la moulinette, mais fait c'est l'époque des examens, on parle d'examen, mais fait son examen et passe devant le conseil de classe. Donc ils auront des notes. Voilà. Oui, enfin pas comme ça, mais on parle en tout cas il y a un suivi. Oui. Vous parliez de boîte à outils, ce que je trouve c'est une très belle expression. Alors évidemment, ma question pour vous, ce serait la boîte à outils, l'université, l'enseignement des étudiants en fait aussi partie pour la défense des valeurs. Où voyez-vous la mission de l'université, justement pour
la transmission de ces valeurs, mais aussi pour après l'incarnation. Je vais peut-être prendre la question par un petit détour par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je remercie tous les jours que l'Europe existe. Je suis italienne en plus, donc j'ai un peu plus de raison pour l'instant de m'inquiéter. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passera ici demain. Mais donc je remercie tous les jours de la possibilité de recours, de recommandations, de tout le niveau, disons, institutionnel, juridique, etc., qui permet effectivement de tenir des forces centrifuges vis-à-vis de l'Europe, de les tenir dans le respect d'un certain nombre de valeurs et plus que ça. Or, la question qui se pose à notre niveau, je pense, ou du moins la manière dont je l'interprète, c'est précisément à partir de ce que vous disiez sur donner corps à ça. Comment est-ce qu'on donne corps à un sentiment? Parce que c'est d'abord peut-être un sentiment du fait qu'on fait partie d'un ensemble commun qui respire les mêmes valeurs, qui les respire et qui doit les appliquer ou les considérer dans des terrains qui sont avec des problèmes qui sont foncièrement différents, parce que les problèmes de la Hongrie, ce pas les problèmes de l'Italie, j'espère, pas encore. Oui. Ça va vite, hein, et sans doute pour l'instant pas ceux de la France. Mais donc, comment est-ce qu'on intègre tout ça dans notre perception aussi de cette idée commune, qu'on fait partie d'une même, on est citoyen européen. Alors, je parle d'un exemple encore une fois, c'est cette expérience de ce BIP, Blended Intensive Program, qu'on vient de mener avec les Polonais, les Grecs et les Français, ça m'a beaucoup frappé quand même, parce que les discussions étaient toniques, hein, et parfois sans réponse. Exemple, la question était la citoyenneté européenne. Donc, les étudiants, ils avaient fait un beau truc très moderne dans lequel on répondait avec 3 mots en direct sur un site, et ça apparaissait, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça m'a beaucoup frappé. Et soudainement, sur l'écran, au fur et à mesure les mots centraux devenaient plus grands. Donc le mot fondamental est devenu communauté. Bon, alors on discute de communauté, c'est très délicat. Et puis aussi de la signification qu'on attribue à cette articulation difficile de valeurs, hein, dont la liberté, etc. Voilà, le fondement religieux que notamment les Polonais voulaient donner à l'Europe, à un certain moment, les étudiants, ils ont engagé une discussion en disant oui, mais comment est-ce que vous placez la religion? C'est quand même un truc dur, hein, le droit à l'avortement, les femmes, etc. Et ben, les filles, elles répondent, bah oui, mais nous, on a un passeport européen, donc moi, je ne suis pas croyante, je pars de mon pays pour aller me faire avorter ailleurs. Ce qui est, comme on laisse l'égalité, comment est-ce que ça implique la diminution de la communauté et aussi de ce sentiment aussi d'œuvrer pour un truc commun dans lequel chacun et chacune a accès aux mêmes droits, etc., ben c'est complètement balayé, parce que la citoyenneté européenne devient un passeport, devient un truc qui nous permet d'aller ailleurs et donc de voir si ailleurs c'est un peu mieux que chez nous. Et donc ça engage cette idée aussi de la communauté et de la communauté de valeurs, donc de cette incarnation là-dedans. Je ne vous raconte pas les discussions qu'on a un peu stoppées, parce que ça, pour moi, ça devenait très délicat sur la guerre, mais sur le positionnement entre l'Ouest et l'Est, qui revenait systématiquement, dans laquelle, alors que moi, dans mon position de pacifisme foncier, qui a été un peu déroutée par la guerre en Ukraine, moi, je pense que nous, on a fait beaucoup, même trop presque, en dérogeant à cette idée de pacifisme peut-être un peu simpliste. Et ben, les Polonais, ils nous disaient, vous faites rien, quoi. Nous, ils sont à nos portes, donc la guerre, elle est où, quoi. Donc, alors, la paix, c'est peut-être une valeur aussi, hein, pas formellement, mais parce que peut-être on n'a pas, justement, l'Europe naît pour éviter la guerre, et puis finalement, on se retrouve un peu pris au dépourvu face à cette chose. Et la migration, c'est un autre thème, hein, parce qu'évidemment, les Polonais reprochent qu'eux sont occupés des Ukrainiens, ils ne regardent pas ce que fait l'Italie, la Grèce et l'Espagne pour les autres qu'ils ne veulent pas. Donc, il y a quelque chose qui est dans ce sens. Donc, je pense que ça c'est mon interprétation aussi de mon rôle, c'est justement de solliciter des questions, de remettre en question systématiquement autour de cet horizon commun et de négociation aussi sur ces valeurs, parce qu'ils ne sont pas forcément intériorisés. Ils le sont comme des mots, ils le sont comme des... Et là, moi je pense que aussi prendre corps de tout ça, pour moi, c'est quand même essayer d'accompagner tout ça par... Moi, je ne trouve pas d'autre mot meilleur que ça, par une forme d'humanisme, c'est-à-dire un sens qui donne sens aussi, moi je suis historienne, mais qui donne sens aussi à cette idée épaisse de la citoyenneté de l'Europe, qui
qui est le fait que ces valeurs, elles s'incarnent à partir d'une incarnation de la citoyenneté aussi, de l'universalité aussi face à ça, qui tient compte des différences, mais comment est-ce qu'elle articule les différences par rapport à cette idée d'égalité, c'est pas évident. Parce que, voilà, égalité et inégalité, mais où est-ce qu'on met les différences? Comment est-ce qu'on les accepte? Comment est-ce qu'on les intègre? Comment est-ce qu'on les intègre dans une idée universelle, etc. Donc je pense que d'un côté, pour moi, il y a ce type de travail qui est aussi celui de dire, finalement, ces valeurs sont des valeurs humanistes. Comment est-ce qu'on trouve... Comment est-ce qu'on dit aussi qu'elles sont liées? C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Voilà, la discussion préparatoire, c'était choisis ta valeur. Donc moi, je choisis la mienne parce que instinctivement, et puis parce que je m'occupe aussi de ça pour ma recherche, je choisis l'égalité, mais puis finalement, l'égalité toute seule, elle ne signifie rien. Elle ne nous dit rien. Donc comment est-ce qu'on les met ensemble dans un processus de traduction permanente? Oui, on a eu cette question dans mes différentes discussions avec vous quatre, et à chaque fois est ressorti, même s'il y a peut-être une première valeur qui vient en premier, qui vient une valeur peut-être coup de cœur, ou une valeur avec laquelle qu'on défend le plus dans son quotidien, ou avec laquelle on travaille le plus. Finalement, c'est l'agencement, c'est aussi l'interaction entre les 6 valeurs. Et je trouve très intéressant que, limite, on ne se contente pas seulement des 6 valeurs et de leur interaction, mais on en rajoute une 7e. Vous aviez mentionné la valeur de la paix. Et on parlait tout à l'heure, vous disiez que hier, vous aviez aussi eu un échange sur les valeurs européennes. Et finalement, on vous a aussi dit, mais il y a aussi la paix comme valeur européenne, ce qui est un peu logique de penser qu'il y a que celle-ci s'y ajoute. Qu'est-ce que vous voyez comme défi dans la défense des valeurs dans ces prochaines années? Qu'est-ce qu'il y aurait peut-être encore à faire, notamment à travers des projets au plus proche des citoyens et des citoyennes? C'est dur. Oui. Non, déjà maintenir l'existant en améliorant, je trouve qu'effectivement les questions de conditionnalité sont très importantes, parce que pour les personnes qui ont fait des programmes européens, quelle que soit la qualité des équipes, on a vu aussi des fois des choses qui nous-mêmes nous ont interrogés, pas dans ce projet, mais dans d'autres projets européens. Je pense que les universités, et là pour le coup je parlerai de celle que je connais la mieux, qui est celle de Grenoble, c'est la question européenne et l'international en général. Et c'est vrai que c'est aussi ne jamais lâcher sur le fait qu'il y ait des cafés-débats sur l'Europe. Il y en a un cette semaine, avec un quiz qu'organise la vice-présidence à l'international. Il y a les journées sur l'Erasmus, c'est aussi programmer des enseignements sur ce sujet. Je reviens à ça, mais c'est très important aussi. Moi, j'ai vu une période où il y avait une déprogrammation, il y avait un désintérêt, un désamour pour les questions de l'Europe, parce qu'on les avait banalisées à un moment donné. C'était enseigné, mais c'était pour ceux qui allaient se spécialiser en droit international, en politique publique, sur ces sujets. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même, au travers justement des projets, alors Erasmus étant le majeur, ne pas se contenter de dire qu'il y a des guichets possibles pour votre mobilité à l'international. Erasmus, c'est un parmi d'autres. Non, c'est dire aussi, et rappeler aussi, au travers du montage des projets des étudiants, mais aussi des consortiums de recherche qui se font grâce à l'Europe. Enfin, l'Europe aide énormément les universités sur les consortiums de recherche, sur les consortiums de formation. C'est colossal. Voilà, ça ne se passe pas que là, mais il faut bien comprendre aussi que c'est par tous ces projets européens, que ce soit en recherche et en enseignement, qu'on construit l'Europe. Et alors sur ce projet-là, il y a 10 ans, j'avais travaillé sur la mobilité des artistes en Europe avec la DG Culture et Éducation de l'Europe. Et au travers des artistes, notre public, on s'était aperçu que, voilà, eux, ils avaient très bien compris l'intérêt de l'Europe, et ils passaient des messages très forts sur l'interculturel, le transfrontalier, le franchissement des frontières, et ils voyaient tout l'intérêt d'une communauté d'intérêt. Par contre, effectivement, c'est fragile, c'est précaire, parce que si vous mettez tout de suite de l'idéologie effectivement communautariste, il y a des choses, lui aussi, dans le projet qui étaient ressorties sur les religions, sur ces valeurs-là. C'est un moment se dire aussi, soit on reste sur le réglementaire et on ne fait pas de débat et pas de prise de parole, ce qui est un peu frustrant pour les étudiants et les collectifs de recherche. Il n'empêche que je tiens à dire que ce qui est très important, il me semble, pour l'Europe et pour nous, universitaires, c'est de maintenir toutes nos capacités d'accueil des chercheurs internationaux et des étudiants des autres pays européens dans les projets.
Le Brexit, on sait bien ce que ça a donné sur l'Angleterre. Non mais voilà. Donc c'est aussi montrer que, voilà, et je pense à Grenoble, il y a un terreau social, économique particulier, mais en tout cas, la haute technologie a incubé beaucoup d'international et c'est démontré aussi qu'on est une terre d'accueil et que l'Europe participe pleinement de ça. Et il y a des dispositifs pour ça. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi tout simplement de la communication, j'ai envie de dire quotidienne dans les universités, et accompagner le projet des étudiants et des collègues sur ces projets européens qui des fois sont très techniques de plus en plus, avec beaucoup d'ingénierie, qui peuvent faire peur à plein de collègues. Voilà. Mais en tout cas, les enjeux sont là. Moi, je suis toujours un côté très pragmatique. Donc, il faut des projets, vous avez entièrement des projets, des financements. On dit toujours la même chose, mais en tout cas, je pense que ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui joue autour des réseaux, que ce soit les réseaux étudiants, les réseaux de femmes, on l'a vu sur les artistes, ça avait conduit à ça. Et je pense que c'est par là aussi qu'on construit beaucoup de collectifs pour la société civile. Alors, on est sur les droits hein, quand on pense à la Hongrie, il y a la Pologne, il y a différents pays où on remet en cause systématiquement le droit des femmes. Et en ruralité, par exemple, quand on parle de l'accès au droit à l'avortement, c'est un sujet qui était apparu déjà en France comme compliqué, parce que, ou pour les violences, pour accéder aussi, et c'était d'autant plus accru en Grèce. Voilà. Et donc, voilà, ça montre aussi que par la force de l'Europe, moi je suis très contente que ce centre des droits des femmes en Grèce va aboutir, alors, au rythme grec, hein, donc il est programmé. Je ne sais pas quand ça sortira, mais en tout cas il est programmé. Voilà. Oui, donc en fait, le fait ce que j'en retiens, c'est que les valeurs on n'a surtout pas le droit de les considérer comme acquises ou comme c'est bon, on peut passer à autre chose, on n'a plus besoin de s'en occuper, mais au contraire qu'il faut s'en occuper finalement au jour le jour, et qu'il faut s'en occuper à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il faut s'en occuper au niveau de l'enseignement, peut-être pas seulement à l'université, mais déjà beaucoup plus tôt. Limite en école élémentaire, collège, lycée, et aussi, surtout aussi de manière vivante, à travers des échanges, à travers des événements, à travers des Erasmus, à travers des Erasmus pour les jeunes, pour les adultes. Oui. Si je peux, juste, pardon, parce que ça me paraît pertinent. Juste un exemple, justement, sur les échanges, parce que le problème, c'est les formes qu'on leur donne et la signification qui est derrière. Parce qu'Erasmus pour les étudiants reste un truc pour les étudiants, l'apprentissage, etc. Donc toujours dans mon bip qui m'obsède depuis une semaine, à un certain moment, l'idée c'est comment est-ce qu'on construit cette citoyenneté. Donc je propose au tableau service civil obligatoire pour tous les jeunes à l'étranger. Une tollée, c'est-à-dire, oui, mais pas obligatoire. Alors comment est-ce qu'on articule cette non-obligation, parce que ça veut dire sur la liberté, évidemment, personne ne serait d'accord de partir si c'est pas volontaire de partir, etc., peut-être pas que pour les jeunes. Obligez-nous à aller travailler 3 mois dans un autre pays, enseigner dans un autre pays, ça serait très bien. Mais évidemment, la liberté est valeur fondamentale, on n'empiète pas sur la liberté des gens de ne pas partir, mais comment est-ce qu'on crée une égalité? Parce que si on fait qu'une petite minorité part, ça crée des inégalités fondamentales. Donc, comment est-ce qu'on articule tout ça? Et c'est très compliqué. On a besoin aussi, je pense, de symboles qui font ressentir les choses. Alors, un exemple, et puis je promets que je ne parlerai plus, très stupide. Il m'est arrivé, alors je ne sais pas si la situation n'a pas changé. Alors, je vieillis, donc j'ai besoin de symboles qui sont de plus en plus formels aussi. Mais il m'est arrivé d'être, pour mon travail, de passer 2 ans en Israël. Et mes enfants étaient scolarisés à l'école française. Donc, on a des manifestations permanentes de nationalité, de plus ou moins officielles, des fêtes, etc. On joue 3 hymnes. On joue l'hymne israélien, on joue l'hymne français, on joue l'hymne européen. Alors, pour le français et pour l'israélien, tout le monde se lève. Pour l'européen, personne ne se lève. Alors, donc, je demande des explications, parce que n'étant pas français à l'époque, ni israélienne, je me lève que pour l'hymne européen, parce que c'est le seul qui me permet une forme d'identification. Et donc, je gueule en disant, mais pourquoi personne ne se lève? Il y a des ambassadeurs et tout au moins. Parce que n'étant pas un hymne national, on n'a pas, le protocole ne prévoit pas qu'on se lève. Comment est-ce qu'on veut instiller une idée de reconnaissance derrière un symbole qui est fort? Parce que l'hymne national, ça se joue aussi dans les stades. Je veux dire, on se lève même quand il y a un match de foot. Donc, c'est toutes ces difficultés-là qui me semblent très importantes à appréhender, justement dans à la fois le passage par le bas, par le contact, mais aussi par un passage de reconnaissance institutionnelle à un certain moment, de ce genre de choses.
Oui, donc ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être besoin d'un symbole plus fort ou d'une équipe de foot européenne, peut-être, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. On a des problèmes parce qu'il y en a que 11 qui jouent. Oui, il faudrait que ce soit tournant comme pour la présidence, tournant aussi pour les joueurs. Mais est-ce que vous êtes confronté quelquefois au manque d'identification ou peut-être le manque de séduction des valeurs européennes chez certains citoyens et citoyennes? Certainement. De toute manière, il faut quand même un peu remettre les choses à leur place. D'abord, il y a encore beaucoup de gens pour qui l'Europe soit négative, soit abstraite. Notamment, je trouve très intéressant les exemples. Je ne veux pas être trop dur parce qu'on est dans une université française, mais parler d'Europe en France, c'est quand même plus compliqué qu'ailleurs. Parler d'Europe en France, c'est quand même venir forcément après le niveau national. Effectivement, protocolairement, je veux dire, nous-mêmes, députés européens, nous n'existons pas pour les Français. Je raconte souvent cette anecdote parce que quand je vais sur des manifs, les copains militants, ils me disent « T'en mettras bien ton écharpe ». Je dis « Mais nous, on n'a pas d'écharpe ». Je veux dire, nous ne sommes pas des députés au même titre qu'un député de l'Assemblée nationale ou un député du Sénat. Nous ne sommes absolument pas reconnus au même titre par la France. La France est probablement un des pays qui met le plus de protocoles dans toutes ces questions, effectivement. Et l'hymne européen est beaucoup plus fort pour d'autres pays que... Voilà, mais voilà, les médias français ne parlent pas de la France, ne parlent pas d'Europe, c'est quand même ahurissant. Moi, je veux dire, j'ai été, en tant que députée européenne, 100 fois plus interviewée par des journaux allemands que par des journaux français. Je n'ai pas été interviewée par des journaux français, les choses sont très simples. Ce qui compte pour les Français, c'est un membre de l'Assemblée nationale, c'est un membre du Sénat national. Et je peux continuer comme ça des heures et des heures. C'est quand même particulièrement compliqué en France, où en plus, effectivement, comme ça n'est pas discuté à l'Assemblée nationale, comme ça peut l'être au Bundestag, nous faisons... C'est assez génial d'un côté, mais je fais ce que je veux. Je n'ai qu'un mandat. J'ai pas un mandat de l'Assemblée nationale, j'ai pas un mandat du gouvernement français. Je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de dire les pires âneries, je dis les pires âneries. Ça dépend de mon sérieux. C'est pas du tout le cas de mes collègues députés européens allemands. C'est pas du tout le cas du gouvernement allemand. Le gouvernement allemand, quand il va à Bruxelles, il a un mandat. Et il a un mandat d'une très grande clarté. Et quand il va revenir en Allemagne, il va devoir rendre compte de ce qu'il a voté et dit et pourquoi il l'a fait, ce qui n'est absolument pas le cas du gouvernement français. Donc voilà, ça reste très abstrait en France pour cette raison-là. Mais dans d'autres pays, effectivement, en Pologne, la question de la religion est extrêmement compliquée, mais aussi la question de qu'est-ce qu'une démocratie. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui pensent sincèrement en Pologne que la démocratie, c'est la force de la majorité. Ce qui n'est pas la définition européenne, et là-dessus il n'y a pas d'interprétation, parce que des fois on joue un peu à... Il n'y a pas d'interprétation. Les textes européens disent le droit des minorités. Donc le droit des minorités, même quand la majorité... Voilà, donc ça peut être une majorité blanche, catholique, masculine qui décide que vous êtes à un moment obligé dans la vision européenne de dire oui, mais quel est le droit du migrant, oui, mais quel est le droit de la femme, même si c'est une minorité, que le vote a effectivement donné une grande majorité. Cette question-là de qu'est-ce qui définit la démocratie, elle est remise en question en Pologne. Et si on va alors jusqu'à la Hongrie, alors la Hongrie, on a une particularité, je le dis, parce que je suis très très inquiète de comment on parle politique, de comment on fait la politique à travers les réseaux sociaux, de comment la polémique prend la place sur le discours et la nuance, etc. Et je veux dire, la menace que représente la désinformation, c'est pas une blague. C'est pas un petit sujet. Moi, j'ai vu une décennie de désinformation en Hongrie, pas de désinformation qui vient de gens par-ci par-là, de désinformation par le gouvernement. Donc, vous savez peut-être qu'en Hongrie, il y a des immenses posters régulièrement qui disent l'Union européenne a fait ci, l'Union européenne a fait ça, complètement faux. Où je suis très fâchée parce que je pense que la Commission et le Conseil devraient agir face à ça, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que s'autorise l'Union européenne, alors qu'on a vu avec le Brexit, ce que ça pouvait donner. Le fameux bus. Les mensonges dits. Oui. Et maintenant, il y a plein d'anglais qui disent, mais nous, pourquoi, voilà. Parce que, moi j'ai beaucoup travaillé sur le Brexit aussi, et j'ai beaucoup dit ça. Je dis, mais pourquoi on n'a pas eu la possibilité, nous, Union européenne, de répondre et d'envoyer nos propres papiers? Pourquoi un citoyen anglais, à ce moment-là, dans ce débat-là, il n'a pas reçu une information directement de l'Union européenne qui lui disait, au moins il aurait pu mettre les deux papiers en face. Là, il n'avait que les papiers des Anglais.
C'est parce que c'est comme ça que pour l'instant on agit. Donc bon, ça c'est des niveaux de démocratie, c'est normal, on est une démocratie mature, ça prend du temps, etc. Et moi j'ai vu une décennie de désinformation en Hongrie. Donc aujourd'hui en Hongrie, une fois que vous sortez de Budapest, on est vraiment comme aux États-Unis, deux mondes parallèles. Hein. On a le monde de Budapest et on a autour de Budapest. Et donc quand vous sortez de Budapest, les gens pensent sérieusement qu'une des grandes actions menées par l'Union européenne, et notamment par la Commission, c'est d'aller changer le sexe des enfants à l'école maternelle, parce que c'est dit par le gouvernement. Quand on sort de Budapest, les Hongrois pensent sérieusement que l'Union européenne va envoyer les Hongrois à la guerre en Ukraine. C'est comme ça que Viktor Orban a notamment gagné les dernières élections. Et il a été, c'est pas qu'il n'y a pas eu de fraude, hein. Il y a eu un vote massif pour Viktor Orban, qui peut nous désespérer, mais qui est aussi l'incarnation de cette désinformation. Donc, il y a de la désinformation, il y a le fait que les États n'arrivent pas encore assez à s'emparer de ce sujet-là, etc. Et je pense que l'éducation, c'est une compétence nationale, et d'ailleurs, moi je ne remets pas ça en cause, je pense que pour l'instant c'est vrai, c'est une compétence nationale, mais par contre, commencer à se dire qu'il pourrait y avoir une obligation beaucoup plus tôt dans l'éducation d'un discours sur ce que c'est que la démocratie européenne, moi je ne comprends pas que ce ne soit pas le cas. Parce que c'est pas comme si tout ça c'était très loin. À chaque fois, je rencontre énormément de jeunes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'accepte vraiment les rencontres avec les lycées, les collèges, etc. D'abord, je suis fascinée parce que, par exemple, les collégiennes, même dans des quartiers populaires, hein, c'est pas une histoire de on a été élevé dans un certain milieu, elles sont au courant pour les Polonaises. Elles savent pas trop, hein. Mais elles me disent, mais qu'est-ce qui se passe, madame, en Pologne? Parce que moi, on m'a dit que les femmes polonaises, elles ne pouvaient plus avorter. Donc elles sont vaguement au courant. Et donc il y a des moyens, hein, vraiment, d'agripper la question avec tout le monde. Et surtout quand je rencontre tous ces jeunes, on dit, ouais, les gens, ça les intéresse pas l'Europe. Moi, je peux parler 1 heure. Moi, il y a un collège à côté de chez moi à Grenoble, ils me mettent tout leur 3e dans une tribune comme ça, et je fais 2 heures avec eux. Et ça les intéresse, et ils comprennent, et on parle du Pay Transparency Gap, parce que souvent c'est l'égalité femmes-hommes, et alors je dis, ben voilà, maintenant il y a une nouvelle règle qui dit toutes les entreprises de plus de 500 personnes devront expliquer la transparence sur leur salaire, parce que je ne sais pas si vous savez, mais une femme au même salaire, au même poste, arrivée à la même époque, avec la même ancienneté, ne gagne pas la même chose, voilà. Donc, et alors, du coup, voilà. Et après, c'est des discussions rigolotes. Je donne souvent cet exemple. Une fois, il y a un garçon dans cette tribune qui m'a dit, oui, mais madame, ça va jamais être possible pour tous les... Vous avez raison, les femmes et les hommes, ils devraient gagner pareil, mais pas dans tous les métiers. Ça va pas être possible pour tous les métiers. Alors, je me dis, tiens, c'est quoi l'exemple? C'est quoi l'exception? Je me lance un truc de... Les footballeurs, madame, c'est pas possible que les footballeurs soient... Voilà, je veux dire, il y a vraiment matière à débattre très jeune avec des enfants de ce qu'on fait au niveau européen, de le rendre accessible. C'est des lois, c'est des règles, etc. Et il y a voilà. Et moi, ce que je dis souvent à tous ces jeunes, c'est d'abord, aujourd'hui, 50% de vos lois sont des lois transposées européennes, donc c'est d'une importance réelle dans votre vie de tous les jours. C'est pas juste un truc comme ça. C'est tout ce que vous consommez. C'est vos droits, c'est vos libertés. Je parle souvent de la Charte des droits fondamentaux. C'est le dernier recours. Quand votre propre justice ne vous a pas donné un droit et que vous avez été discriminé, vous pouvez aller jusqu'à la Cour de justice européenne, etc. Donc je pense que moi, je comprends pas, par exemple, qu'on ne parle pas de la Charte des droits fondamentaux à l'école. Je ne le comprends pas. Je pense que c'est donner du pouvoir aux citoyens, c'est de lui dire voilà tes droits. Donc tes droits, c'est la Constitution française, tes droits, c'est la Déclaration des droits de l'homme française, qui n'est pas des femmes, mais des droits de l'homme française, et c'est la Charte des droits fondamentaux. Pourquoi? Voilà. Donc il y a des choses où, sans aller dans la bataille contre les compétences nationales, les choses qui doivent rester les compétences nationales, les petites choses comme ça qui seraient simples. Donc oui, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de ces citoyens qui sont éloignés, qui ne comprennent pas toujours, etc. Mais juste pour finir, aussi surtout, moi ce que je trouve un petit peu compliqué aujourd'hui en politique, c'est que surtout les représentants politiques au Parlement européen, je ne sais pas s'ils représentent à ce point-là la population, parce qu'ils représentent la population qui vote. La population qui vote, c'est une population particulière, c'est notamment une population d'un certain âge. Les dernières élections, on a eu un petit peu plus de participation de la jeunesse, mais pas autant qu'il ne le faudrait. J'ai très peur pour les prochaines élections. Et par contre, l'état de souverainisme d'une grande partie de l'hémicycle est encore, du souverainisme, c'est pas du souverainisme, du nationalisme, est encore très 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 fort. Donc effectivement, là, on a un refus de cette citoyenneté européenne comme nous on la pense. On veut bien le marché unique, on veut bien les règles de consommation, on veut bien un certain nombre de choses, mais quand il s'agit des valeurs, là, on ne veut plus être dans ce... Voilà.
Il y a beaucoup de questions que vous avez soulevées, non, mais aussi de grands défis. Le premier que vous avez mentionné, notamment malgré, vous avez dit, l'éducation, c'est une question nationale et ça se comprend. Mais est-ce que justement par rapport à ça, il y aurait peut-être intérêt à faire évoluer un peu et pour inclure davantage l'Union européenne, que ce soit dans l'enseignement, mais aussi simplement dans la communication de manière générale, parce que souvent la vieille blague, c'est s'il y a quelque chose qui marche, c'est grâce au gouvernement national, et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est la faute de l'Union européenne. Et justement pour combattre cela, et aussi justement pour aussi mettre en valeur ce que fait des Il reste beaucoup de choses à faire. Je voulais juste revenir, si je veux faire un petit retour. Ce que vous disiez, vous n'avez pas prononcé le mot, c'est le sentiment d'appartenance, effectivement. Parce qu'effectivement, il y a ce cadre, on a parlé beaucoup de cadres juridiques, de moyens qui vont alimenter, mais qu'est-ce qui à un moment va parler un peu à nos tripes et va faire soulever ce sentiment d'appartenance? Ça va être un hymne, ça va être un drapeau, ça va être quelque chose. Bon, moi je vous disais, je ne vais pas révéler un secret quand on a parlé avant. Je me souviens très bien du jour où l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix. Je me vois, j'étais dans une salle de réunion, on apprend ça, on se regarde, on est entre collègues, on se dit, bon, tous les matins, je vais être honnête, on ne vient pas, on ne sort pas le drapeau, on dit allez, je vais au combat. Pas tous les matins. Mais ce jour-là, si vous voulez, vous pouvez en nommer un. Ce jour-là, on s'est regardé, on s'est dit, on sait pourquoi on travaille. Et ça, à la fois, ça paraissait très lointain et très mythique, et effectivement, maintenant, depuis 24 février 2022, quand on reparle de paix, on a des yeux totalement différents aussi, mais en 2012, non. Mais on a eu une espèce de flashback rapide en se disant pourquoi ça a été créé. On en fait, à notre modeste mesure, une petite contribution, et ça nous a fait un petit reset, on est reparti pour quelques années comme ça, un petit peu. Mais, alors, pour revenir à votre question, cette digression, c'est effectivement comment on nourrit cette appartenance. C'est pas juste... Alors, on a beaucoup parlé d'Erasmus, et je le rappelle parce qu'on ne dit jamais assez, effectivement, c'est tout au long de la vie, mais aussi tout le monde maintenant. Hein. Vous êtes professeur, vous faites un Erasmus, vous êtes dans un centre de formation des apprentis, vous faites un Erasmus, vous n'avez pas d'emploi, pas de formation. Vous pouvez faire un type d'Erasmus, ça s'appelle ALMA, mais on ne va pas rentrer dans les noms. Donc tout le monde peut faire de la mobilité, que ce soit pour s'ouvrir une perspective professionnelle pour ceux qui n'en avaient pas, découvrir un autre métier, créer des liens, faire une 4e, une 5e année, peu importe. Voilà. Toutes les formations possibles. Donc cette appartenance, elle va commencer effectivement par des rencontres, des possibilités qui existent. L'éducation, alors je suis partagée, la même marotte, je suis désolée, mais comme c'est compétences nationales, je me sens encore plus effectivement partagée. Mais moi, quand je vais aussi voir des jeunes, la première question, je dis, quand avez-vous entendu parler d'Europe? Combien de temps et sur quoi? Certains me disent, ouais, 2 heures, souvent, 2 heures, oui, alors... On a entendu parler de traités, oui, d'accord. Au pluriel, on ne va jamais dans la réalité concrète. Hein. Donc on parle de trucs un peu qui flottent au-dessus. Et puis d'autres qui disent, ah ben non, on est en retard sur le programme. Hein. Alors c'était prévu, mais ça s'est passé à la trappe. Et donc voilà, là j'ai toujours un moment difficile, parce qu'effectivement, il faut commencer à la base. Et notamment en termes, on parlait de paysage démocratique et d'égalité sociale. À nouveau, on va se retrouver avec des jeunes qui vont être exposés de par leur milieu social, de par leurs études à l'Europe. Et alors, de facto, on permettrait de laisser toute une frange à la marge. Et ça, je trouve que ça ne correspond pas aux valeurs européennes. Et c'est pas comme ça, effectivement, qu'on a une démocratie vivante. Et à nouveau, très clairement, quels que soient les positionnements politiques, l'important, c'est de permettre à un citoyen de se prononcer en tout état de cause. S'il n'a pas les clés fournies par l'école pour comprendre l'alphabet, et qu'après il puisse discuter, après qu'il puisse en parler des informations, effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous, et au niveau de la représentation c'est un de nos gros travails, un gros focus depuis plusieurs années, la désinformation. Donc ça veut dire apprendre à décrypter les médias pour les jeunes, apprendre à avoir du recul, apprendre à avoir l'esprit critique. Je veux dire, il y a plusieurs wagons dans ce train, si je puis dire, pour qu'une démocratie soit vivante, alerte, et puisse appuyer sur les boutons rouges quand il faut. Donc il faut équiper le plus grand nombre, et donc ça suppose l'éducation, effectivement des informations au niveau des médias. On travaille aussi beaucoup avec des médias
aujourd'hui, par exemple, on organise à Bruxelles une session de formation pour des journalistes de France TV, on en a fait plusieurs, pour leur donner, comme je disais, les éléments, pas ceux qui parlent un peu plus d'Europe que d'autres, on va dire ça, mais tous pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent couvrir, pour qu'ils puissent avoir le réflexe de revenir vers nous et de ne pas sauter. Malheureusement, en matière européenne, la capacité d'avoir des mythes et des histoires, farfelues, soyons très clairs, et la capacité que ça se développe, ça va très très vite. Hein. Donc, ça, de toute façon, ça me fait penser au décodeur, décodeur de programme mission dont nous allons parler encore une fois tout à l'heure.